Bonjour à toutes et à tous. Le débat l'hôpital libéré, point d'interrogation. Et nos invités, Monsieur Rodolphe Bourret, Marie-Sophie de Saulles, Tobias Graf, qui est d'Allemagne à distance, Laurence Julien Flageol, Marie-Thérèse Leccia, qui est aussi à distance, et moi-même. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Le débat donc d'aujourd'hui, je voudrais, pour l'introduire, citer un article de la revue Gestion hospitalière de juillet 2016, qui résumait ce qui semble être la question du jour. Aujourd'hui, s'installe une rhétorique autour de la notion de libération. Libérer la croissance, libérer la parole, libérer les forces productives et même libérer le réel. Qui peut vraiment s'opposer à la libération? Et qui libère qui? De quoi? Désormais, c'est la mode de l'entreprise libérée qui déferle sur l'Hexagone et nous faisons le pari qu'il existe aussi un hôpital libéré qui peut s'inviter dans le débat. De quoi parle-t-on au juste et comment libérer l'hôpital? Ça paraît évidemment être le sujet du jour. Le deuxième élément de contexte que je souhaiterais partager avec vous réside dans une définition du concept général de cette entreprise libérée autour de 7 critères qui seront débattus, je pense, par tous nos invités au cours de la table ronde. Le premier, c'est l'allier bien-être et productivité, bien-être au travail et productivité. Le deuxième sujet, c'est le poids du leader charismatique. Le troisième, c'est comment est-ce qu'on partage des valeurs en actes, pas seulement sur un bout de papier. Le quatrième, ce sont les boucles de contrôle, comment est-ce qu'on contrôle de manière beaucoup plus raccourcie, avec beaucoup moins d'escalade et de désescalade. Le cinquième, c'est l'autodétermination de chacun des acteurs à leur propre niveau. Ce qui débouche sur le sixième, qui est le principe dit de subsidiarité et de décloisonnement. Et puis le dernier, c'est le sujet de la pyramide inversée, autrement dit, comment est-ce que ce sont les personnes à leur niveau qui travaillent et qui décident pour elles-mêmes. Et donc la question, c'est comment ça se traduit pour l'hôpital. Et je vais donner la parole à M. Rodolphe Bourret, qui va nous expliquer ce qu'il a fait au CH de Valenciennes. Alors le centre hospitalier de Valenciennes, juste je le resitue, hein, c'est le premier centre hospitalier général de France avec 5000 agents et 2000 lits et places. Donc il y a une dizaine d'années, il y a un modèle qui a été mis en place, qui est un modèle qui est inspiré de l'hôpital magnétique. L'hôpital magnétique, c'est un concept qui date des années 1980, qui est issu en fait d'une corporation, la corporation des infirmiers aux États-Unis, qui a vu que dans ces années-là, il y avait effectivement une pénurie d'infirmières et de soignants au sein des établissements et qui s'est dit que la meilleure façon de pouvoir avoir de l'attractivité, c'est de travailler sur la qualité des soins. Et pour travailler sur la qualité des soins, quel est le meilleur moyen de pouvoir travailler sur ce sujet-là? C'est effectivement de travailler le plus proche possible du terrain. Et donc, ils ont mis en place, en fait, un système de management qui est un système de management qui est collectif et participatif, avec notamment des tripodes de pôles, des tripodes de gouvernance. Et ces tripodes, qu'ils appellent comme ça, c'était des tripodes qui étaient organisés autour d'un administratif, un médecin et un soignant. Et donc, sur la base de cette expérience-là, le centre hospitalier de Valenciennes a décliné en fait ce modèle et a mis en place un système de gouvernance basé sur effectivement cette collégialité de management. Et on a mis en place une délégation très forte au niveau des pôles, mais ça pourrait être au niveau des services, sur lequel il y a une prise de responsabilité qui se fait au niveau de ce management, qui est ce management tripolaire, avec des moyens qui leur sont affectés et puis également avec toute la possibilité de pouvoir assumer leurs décisions. En fait, on a tourné l'hôpital, non pas vers un hôpital de structure, qui est un hôpital qui est hiérarchique, mais on a inversé en fait
la gouvernance au sein de cet hôpital. Et en fait, on a une gouvernance qui est faite par des acteurs de terrain. Et donc l'expérience de Valenciennes est probante, puisque cet hôpital qui est tourné vers le soin, vers la qualité des soins, surtout ce qui est important, c'est cette optique qui est toujours de travailler sur la qualité des soins en premier, et après mettre l'organisation qui va sur cet enjeu-là. Et c'est un hôpital qui est maintenant excédentaire depuis une dizaine d'années, mais surtout également, il est organisé pour diminuer en fait sa structure administrative. La structure administrative au sein de cet hôpital, elle pèse 5% du budget total de l'hôpital, alors que les moyennes nationales sont plutôt orientées vers une trentaine de pourcents. Et peut-être juste un mot pour que tout le monde comprenne bien. Comment est-ce que vous avez allié justement ce mot de qualité des soins et qui est attractif pour tout le monde, qui est cette valeur partagée dont je parlais dans les critères, et puis de l'autre côté, évidemment, l'efficience qui nous ramène plutôt vers le monde de l'entreprise. Vous m'avez, je crois, parlé aussi d'une organisation qui s'apparenterait à des espèces de business units. Donc peut-être vous pouvez nous en dire un mot avant qu'on voit comment ça peut se passer dans d'autres pays. Alors, en fait, on a délégué les prérogatives du chef d'établissement au chef de pôle. Le chef de pôle a la capacité d'engager les dépenses, que ce soit des dépenses de recrutement, de personnel médical, non médical, que ce soit des dépenses biomédicales, que ce soit des dépenses hôtelières et même des dépenses d'investissement immobilier. Et en lui déléguant en fait ces prérogatives, ils ont associé leur métier pour pouvoir mettre au service de leur métier en fait toutes les ressources de l'hôpital. Et c'est là-dessus qu'on a gagné en qualité, c'est que la qualité, elle est émanée du terrain. Et donc, on a eu beaucoup de projets. En fait, on a une vraie culture projet et une culture projet médicale et soignante qui fait qu'en fait, on ne réfléchit pas les projets sous un angle de modèle médico-économique, mais on réfléchit d'abord les projets sur le modèle de la qualité des soins. Et effectivement, après, on met en place des business plans pour qu'il y ait une certaine viabilité. Alors, je pense qu'on reviendra avec les autres intervenants sur ce sujet de la gestion de projet et comment le projet devient fédérateur. Peut-être le docteur Graf peut-il nous dire comment ça se passe en Allemagne, comment on allie justement qualité des soins et prix et des prises en charge, évidemment, et l'efficience économique. Tout d'abord, je vous remercie de votre invitation. Je suis très heureux de vous parler de Regenhof en Allemagne. Je crois que nous avons la même situation qu'en France pour trouver ce modèle aimant, magnet. On cherche, donc on part des partenaires en haut et en bas et on cherche donc à faire un transfert. Notre hôpital universitaire a ce modèle de hôpital aimant. Et ensuite, ce modèle a été déployé au niveau de l'Allemagne et il appartient aux Länder, aux États allemands. Et donc, ils ne sont pas en déficit. On transfère en fait également à ces hôpitaux tertiaires. Donc, il y a des possibilités pour que ce système donc ait été utilisé en Allemagne pendant la crise du Covid. Et donc cet hôpital universitaire, en fait, c'est quelque chose qui est considéré comme un hôpital aimant. Et je crois que ça a fonctionné en Allemagne déjà depuis quelques années. Et avec la crise du Covid, on a vu à quel point ça pouvait fonctionner avec efficacité. Vous pourriez aussi nous expliquer comment
comment fonctionne un mode de contractualisation finalement entre les différents acteurs, que ce soit dans la chaîne entre les hôpitaux universitaires et les hôpitaux de premier recours, mais aussi au niveau des lenders, comme vous l'avez mentionné, ou au niveau de l'État fédéral. Quel type de contractualisation existe? Je crois que c'est assez différent de la France. Nous avons des contrats de coopération entre les hôpitaux au niveau local, mais nos lenders nous ont demandé de travailler ensemble. Donc, il y a une partie administrative, mais très souvent, ce sont des contrats entre hôpitaux. Et puis, on a des clusters au niveau des États allemands qui travaillent ensemble entre les hôpitaux primaires et secondaires, des contrats avec les hôpitaux universitaires et des contrats où on adresse les patients. Il n'y a que entre les hôpitaux publics, ou est-ce que c'est un fonctionnement qui existe aussi avec des organismes privés, et comment ça fonctionne? En fait, ça fonctionne sur la base d'une coopération, même avec les hôpitaux privés, mais il faut qu'il y ait des contrats en place. C'est à propos du système de remboursement en Allemagne. Tout le monde veut faire partie de ce système de remboursement. Donc, en tant qu'hôpital à but non lucratif, ça n'est pas si important, mais pour les autres hôpitaux, ça l'est davantage. Donc, les contrats que nous avons en place sont basés sur le remboursement. Parfait. On reviendra sur ce point. Peut-être, Madame de Saulle, quelques mots sur la contractualisation. Comment est-ce que vous voyez ça de votre fenêtre? Donc, ma fenêtre, qui est en l'occurrence la FEAP, donc qui représente le privé solidaire, le privé à but non lucratif. Peut-être pour revenir sur l'expérience notamment de Valenciennes, c'est vrai que dans nos établissements FEAP, les choses sont basées sur la logique du contrat. Et donc, c'est le contrat qui lie tout d'abord le directeur et le conseil d'administration, puisqu'en réalité, le directeur est recruté sur des objectifs, pour atteindre un certain nombre d'objectifs, et ma foi, donc il les atteint, et c'est parfait. Tant mieux. Il ne les atteint pas, et effectivement, on peut mettre fin à ce contrat. Et finalement, tout ceci se décline dans le cadre des établissements vis-à-vis des médecins et donc du corps médical qui viennent pour réaliser un certain nombre d'objectifs d'activités, de développement d'activités, de développement de recherche, et avec une dynamique de direction qui s'engage à donner les moyens pour permettre la réalisation de ces objectifs. Mais là aussi, c'est une dynamique de contrat. C'est-à-dire que si une des parties prenantes ne tient pas le contrat, eh bien, effectivement, on peut mettre fin, et puis on peut toujours, bien sûr, dans le cadre d'un contrat, réévaluer des objectifs en fonction de l'évolution de l'activité. Et ces dynamiques de contrat, on va également ensuite les retrouver en logique d'équipe. C'est-à-dire, peu importe qu'on parle de service, de pôle, etc., ça n'a finalement on va y revenir, aucune espèce pour l'instant d'importance, mais c'est bien des discussions en circuit court entre direction et équipe, j'allais dire, soignante, qui permettent, j'allais dire, de réagir, et de réagir rapidement en fonction de l'évolution des besoins de population, en fonction de l'évolution des spécialités et des techniques médicales. Et ce qui me semble bien fonctionner dans notre modèle, c'est la logique du circuit court, c'est la logique du contrat, oui, et donc une capacité de réactivité et d'adaptation en fonction des moyens, et également une dynamique d'évaluation. On n'est pas toujours très fort dans notre pays sur les questions d'évaluation,
Mais effectivement, évaluation du contrat, et finalement, à un moment donné, on fait le point en disant, écoutez, ça a bien fonctionné, on continue, ça n'a pas bien fonctionné, on va peut-être arrêter. Et cette souplesse-là nous donne, il nous semble, aux équipes médicales, aux équipes soignantes, c'est-à-dire une capacité d'agir et une capacité de faire ce qui les intéresse. C'est ça la libération. La libération, c'est cette capacité d'agir. Eh bien oui, c'est cette capacité d'agir, mais qui va avec la logique de la responsabilité. Exactement. Hein, donc, bien évidemment, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et là, on voit bien qu'on a donc un dialogue social, si je puis le dire de cette façon-là, qui fonctionne dans nos établissements, parce qu'en réalité, on a des intérêts à agir communs. Et si à un moment donné, on voit une divergence dans l'intérêt à agir, c'est-à-dire qu'un décrochage entre le projet d'une équipe et le projet stratégique de l'établissement qui est proposé par le directeur, validé par son conseil d'administration, ben voilà, on en tire les conclusions. Donc pour nous, le contrat est un élément majeur en interne pour permettre de piloter l'établissement. Peut-être, Marie-Thérèse Leccia, sur l'aspect justement de mettre le binôme directeur et président ou présidente de la CME au cœur de cette structure. Vous pourriez nous apporter un éclairage? Vous m'entendez? Très bien. Oui, très bien, merci. Donc, bonjour à tous et toutes. Donc, pour moi, le binôme président de CME directeur, bien sûr, doit être complètement aligné sur la politique de l'établissement et sur quels sont les enjeux et les objectifs que l'on veut voir se mettre en place au niveau de l'établissement. Alors, je rejoins ce qu'a dit Monsieur Bourret et la question des hôpitaux magnétiques, c'est bien vers ça que l'on veut aller. Et la complexité, moi je vais parler de ce que je connais, ce qui est un centre hospitalo-universitaire. Elle tient, contrairement par exemple à de plus petits établissements, au fait qu'il y a une diversité qui fait la richesse, mais aussi la complexité des métiers, des spécialités et des objectifs, on va dire, de santé que chaque spécialité veut apporter. Donc, le cœur du service, en tout cas le cœur, on va dire, de vie et d'activité des centres hospitalo-universitaires, comme pour les autres établissements, c'est le service ou le département ou le pôle avec les binômes ou les trinômes. Effectivement, ça dépend si on est au niveau du service ou du pôle. Mais en tout cas, l'équipe médico-soignante, c'est elle qui doit se réapproprier. Et ça, pour moi, ça a été beaucoup perdu au gré des 10 dernières années, on va dire. Elle doit se réapproprier dans un pilotage commun avec les administratifs ou la direction, ce qui doit être notre objectif premier, qui est la qualité, ce que vous avez dit, la qualité et la pertinence des soins. Avec ce côté qualité et pertinence des soins, la deuxième chose, que ce soit un CHU ou des établissements de santé hospitaliers, publics, privés, le deuxième enjeu, c'est le compagnonnage. C'est pour ça que la dimension universitaire, elle doit s'envisager au-delà de la question des CHU, mais c'est bien un de nos objectifs et qui est au cœur de nos préoccupations aujourd'hui, c'est comment former au mieux nos jeunes. Et donc ce compagnonnage, il se fait aussi sur le terrain, il doit être intégré dans les enjeux et dans ce que doivent être les objectifs, pour moi, de l'hôpital magnétique et du pilotage. Donc, pour moi, le top management, c'est-à-dire le pilotage par DGCME, il faut qu'il soit très clair sur qui sont les acteurs, les premiers acteurs qui font la vie de l'établissement et qui font donc la qualité des soins et la formation de nos jeunes professionnels, et puis après toute la recherche de qualité et l'innovation qui va avec, et de comment on fait pour arriver au final à cette délégation, à cette subsidiarité. Parce que pour moi, aujourd'hui, les gens ne sont plus, et vous avez très bien dit le mot, dans leur responsabilité. Donc un chef de service, souvent, c'est plus que c'est sa responsabilité.
Et il y a eu finalement un transfert ou une dérive sur les responsabilités et sur donc, le pilotage qui est souvent un des éléments qui bloque au niveau de nos établissements et en particulier sur les CHU, des établissements qui sont très gros, qui sont difficiles à mener et où les enjeux sont probablement plus compliqués à cause des 3 missions, voire des 4 missions avec le management que l'on doit porter. Vous l'avez dit, dans l'hôpital Magnétique, il est question de formation, alors qu'on a un peu l'impression que la formation va devenir ou est en train de devenir le parent pauvre. Comment est-ce que vous avez mis en place très rapidement, parce qu'il faut qu'on passe au thème suivant, mais qu'est-ce que vous avez mis en place à Grenoble, par exemple, sur les aspects de formation? Je crois que vous m'avez parlé, vous avez évoqué le mot de compagnonnage. Vous avez essayé de faire en sorte d'attirer effectivement les étudiants et d'être sûr que ça fonctionne. Alors, déjà, ce qui nous a fédérés, c'est que l'université a porté la création d'un institut de formation des professionnels en santé. C'est-à-dire qu'on essaye très tôt, dès la 2e année finalement après la PACES, de fédérer en interprofessionnalité le travail donc, des différentes filières, médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, etc., manip radio notamment, aussi et kinés, et de les préparer à travailler ensemble. Ça va de pair pour moi aujourd'hui avec, on doit intégrer ces jeunes professionnels très tôt dans ce qu'ils attendent du monde professionnel de demain, et ça va de pair avec la prévention des risques psychosociaux, et on y tient vraiment. On est sur un établissement qui a passé une période de crise difficile, qui a toujours une ambiance sociale compliquée. Donc pour nous, c'est un enjeu majeur, cette période de transition. Donc, ça va de pair avec ça, avec aussi la prévention des risques psychosociaux. Et donc, on les met très tôt dans les études en santé. Aujourd'hui, on travaille sur des petits groupes. Et dans l'intégration avec les équipes, il y a on va dire un contrat d'intégration dans les équipes de ces jeunes professionnels et de travail dans le respect les uns des autres et de bonne répartition, on va dire, des missions et des responsabilités, encore une fois, de chacun. Donc, avec bien sûr un rôle clé du médecin, chef d'unité ou chef de service, et du cadre de santé, qui peut être un cadre infirmier, qui peut être un cadre kiné, etc. Donc, ce binôme porte finalement, c'est un état d'esprit dans le compagnonnage, de respect, de valorisation, et on espère que ça va jouer sur aussi la fidélisation et l'attractivité. Et exactement. Là, l'hôpital Magnétique, souvent on dit aussi l'hôpital aimant, avec le jeu de mots qui va bien. Il faut qu'il aime non seulement les patients, mais aussi les personnels. Madame Julien Flageol, est-ce que vous pouvez nous dire un peu justement comment, peut-être à l'occasion de la crise de la Covid, comment est-ce que vous avez réussi à embarquer, vous, les étudiants, dès le début, ou bien le reste du personnel, évidemment, aussi? Alors effectivement, dès le début de la crise, comme tous les établissements de santé en France, on s'est préparé. On a préparé nos plans de continuité d'activité en prenant en compte un 10 à 20% d'absentéisme au niveau de nos personnels. Et très vite, on a vu que les régions qui étaient fortement touchées, le Grand Est et l'Île-de-France, avaient la ressource, en tout cas médicale et paramédicale, était extrêmement précieuse. Et donc, on a décidé de réfléchir et de sortir hors des murs de notre établissement. Et donc, d'emblée, de s'orienter vers les étudiants. Alors, à 2 niveaux, les étudiants en médecine, avec effectivement, je viens de dire Mme Lecal, en fait, avec le président de CME, le président de la commission médicale d'établissement, mais également avec le doyen, le directeur général, nous sommes allés à la rencontre de ces étudiants en médecine. On leur a expliqué quelles allaient être leurs missions pendant cette crise, en quoi on avait besoin, en quoi l'institution avait besoin d'eux. Et on a eu une réponse extrêmement forte et mobilisation importante avec un volume de volontaires très, très important qu'on a pu mobiliser pendant la crise. Parallèlement, nous avons également travaillé avec les directeurs des instituts de formation des professions de santé pour les différentes composantes que sont les étudiants infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, on en a parlé. Et nous avons également déployé avec eux un certain nombre d'actions et on a mobilisé des compétences étudiantes très très tôt et on les a intégrées dans notre plan de continuité d'activité. Merci. Alors, si je fais une brève synthèse de ce premier thème, on a entendu le mot de qualité, évidemment, qui est ce qui attire finalement dans l'hôpital Magnétique.
On a vu que en France, on était encore centré, on va y revenir au travers des GHT, centré sur l'hôpital public, mais que dans d'autres pays, il y avait déjà eu, comme l'a rappelé M. Graff, il y avait déjà eu des ouvertures vers le privé de manière un peu plus large. Ensuite, on a évoqué évidemment le thème de la contractualisation qui est le pendant de la responsabilité. Peut-être ce mot aussi qui avait un peu perdu de son sens, la responsabilité pour pouvoir embarquer l'intégralité des parties prenantes, y compris les étudiants comme on l'a vu. Le deuxième thème, c'est derrière ce mot d'entreprise ou d'hôpital libéré, il y a évidemment un discours du gras, aurait dit Vigarello. C'est-à-dire, est-ce que, alors évidemment, il ne faut plus parler de dégraisser le mammouth parce que ça fait peur à tout le monde, mais il y a un discours de est-ce qu'on n'a pas trop de superstructures? Est-ce qu'on n'a pas trop de normes? Est-ce qu'on n'a pas trop de procédures? Est-ce qu'on n'est pas justement enfermé dans ces aspects-là? Marie-Sophie de Saules, peut-être votre cheval de bataille, c'est le moment de l'enfourcher. Et donc la réponse est oui. La réponse est oui. Je crois vraiment qu'on est aujourd'hui, ça revient d'ailleurs à la logique du principe de subsidiarité, hein, exactement, qui est également dans cette idée d'hôpital libéré. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on réussisse à faire confiance. Et que finalement, ce qui aujourd'hui pose problème dans notre pays, c'est qu'on ne fait pas confiance. Et quand je dis faire confiance, c'est autant au sein de l'établissement de santé, faire confiance aux équipes et leur donner la possibilité d'innover et de proposer. Mais cette question-là, on va également la retrouver entre les établissements de santé et les autorités de tarification et de contrôle, c'est-à-dire les agences régionales de santé, qui, globalement quand même, appliquent une politique du ministère de la Santé qui est très rigide et qui est plutôt dans le contrôle a priori que dans le contrôle a posteriori. Et on voit bien, par exemple, je prends souvent cet exemple-là parce que pour moi c'est le plus flagrant, c'était cette volonté qu'avait eue Agnès Buzyn de faire de l'expérimentation dans le cadre de ce qu'on appelle l'article 51 le fameux article 51. Chez nous, et qui avait quand même soulevé beaucoup d'espoir en disant, ben voilà, on va nous laisser effectivement expérimenter, proposer des choses, et on s'est retrouvé avec une circulaire de 37 pages nous expliquant comment faire. Et donc, cette difficulté-là d'être dans une dynamique de confiance est, à mon avis, le frein, j'allais dire, culturel le plus important chez nous pour progresser et redonner des capacités d'innovation aux équipes, aux établissements, et je rajouterais même au territoire. Au territoire. Dans la logique de territoire de santé. Et je parlais de contrat en interne. Je pense que le sujet du contrat également entre établissements de santé, avec le secteur médico-social, avec la médecine de ville, sur un territoire donné, parce qu'on est tous avec une volonté de répondre à un besoin de santé d'une population, et qu'il faut qu'on s'organise simplement pour répondre à ce besoin de santé. Je pense que c'est la bonne manière de travailler, plutôt que d'avoir des dynamiques très descendantes et qui sont plutôt stérilisantes pour les uns et les autres, et qui surtout fait que tout le monde se met un peu en position de recul, en disant finalement qu'est-ce qu'on attend de moi ? Que va dire l'État? Que vont dire les textes? Et ce sujet-là... Ce côté attentiste. Ce sujet-là, qui a finalement été un peu débloqué avec la crise Covid, parce que finalement, à un moment donné, l'État s'est bien rendu compte qu'il ne pouvait pas répondre du national et qu'il allait bien falloir que ce soit les acteurs du territoire qui s'organisent entre eux pour répondre, mais il faut qu'on garde ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on garde cette possibilité d'agir au sein d'un territoire, et il faut que l'État garde en mémoire qu'en période de crise, il ne pouvait pas faire. Et il faudrait donc qu'en période, j'allais dire, de plus de routine, il se dise peut-être également qu'il ne peut pas faire. Très bien, mais je crois aussi qu'avant de
passer la parole à Marie-Thérèse Leccia. Je crois que vous aviez un sujet sur la commission médicale d'établissement et que vous ne souhaiteriez pas forcément qu'elle soit étendue à tous les types d'établissements. Écoutez, moi, je vais parler au nom, effectivement, de la FEAP et du privé solidaire. Mais effectivement, notre demande, c'est laissez-nous nous organiser. Et on ne vous demande pas, à vous, État, de nous organiser et d'organiser notamment la représentation médicale ou la représentation soignante au sein de nos établissements. Je pense qu'il faut, mais là aussi, c'est dans la logique de la confiance, je veux dire, donc il faut prendre en compte qu'il y a des réalités de territoire qui sont différentes, qu'il y a des réalités d'établissements qui sont différents, et qu'il faut donc laisser, j'allais dire, au niveau le plus local, j'allais dire, l'organisation même de la représentation des uns et des autres. Alors, qu'il y ait peut-être besoin pour les établissements publics de réorganiser, de structurer les dynamiques de CME, c'est possible, mais j'allais dire, dans notre secteur privé solidaire, on dit laissez-nous tranquilles. Plutôt pas. Marie-Thérèse Leccia, peut-être expliquer, je ne sais pas si c'est lié au statut public ou si c'est lié au statut plutôt de l'hôpital universitaire, peut-être nous éclairer un petit peu sur ces structures qui sont souvent vécues comme des super structures, et super n'étant pas forcément favorablement entendues par tout le monde. C'est surtout superflu, en tout cas vu de la FEAP. Alors, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que même pour un centre hospitalo-universitaire, il faut absolument qu'on aille vers la simplification et vers le décloisonnement. Je porte ça en lien avec les deux doyens de médecine et pharmacie sur cette idée de simplification et de décloisonnement. Ça, c'est la première chose. Et quand je dis ça, c'est vraiment à l'échelle territoriale. Mais on en reparlera après. La deuxième chose qui vient d'être dit, c'est qu'il faut profiter de ce qui se passe actuellement avec le Covid, qui est un accélérateur fabuleux pour ouvrir les esprits, pour justement faire que les gens ne soient plus attentistes. Et quand tout à l'heure je disais reprendre la responsabilité qui est celle d'un chef de service, qui est celle d'un chef d'établissement, parce qu'effectivement, quand on est dans une structure, et notamment sous autorité de l'ARS, comme vous l'avez très bien dit, eh bien, il y a des choses, il y a un cadre où les lignes sont très difficiles à bouger. Et quand on est aussi dans une structure hospitalo-universitaire, si le cadre et notamment la dynamique qui est donnée par le top management n'est pas celle-là de l'ouverture, eh bien, les gens se mettent en retrait et ne font plus ce qu'ils devraient faire. Donc, il faut vraiment continuer là-dedans. Donc, après, la question de la commission médicale d'établissement, dans un établissement comme un CHU, il faut qu'on arrive à porter, on va dire, les transformations et les grands enjeux, donc qui peuvent être ceux de l'hôpital de demain, avec des investissements immobiliers, des grandes transformations de services, qui sont bien sûr ceux du territoire, de l'organisation. Nous, à Grenoble, on a appelé ça le groupement des professionnels de territoire en santé, qui inclut le médico-social et qui inclut aussi les collectivités, les usagers, les patients notamment. Tous ces grands enjeux, il faut qu'on puisse quand même les discuter, qu'il y ait une représentativité des différents professionnels. Donc nous, la commission médicale d'établissement, on a inclus dedans aujourd'hui, donc il y a une représentativité bien sûr des différents professionnels médicaux, puisque vous savez toute la question des statuts diversifiés des CHU, mais il y a des cadres de santé, kinés, sages-femmes bien sûr, des directeurs sur les grandes composantes, on va dire. On essaye de faire quelque chose. Alors, c'est toujours compliqué de faire à taille qui permette un débat et des échanges. Et surtout, l'enjeu, c'est la parole libérée pour moi. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de cloisonnement aussi des esprits et la diversité des objectifs a fait que ça a créé ce qu'on connaît, une scissure dans beaucoup d'établissements. Et l'enjeu, il est là. Donc, après la commission médicale d'établissement, moi je comprends que d'un établissement à l'autre, elle peut avoir une forme tout à fait différente. Exactement.
respecter la dynamique de l'établissement. Peut-être un mot, on a évoqué tout à l'heure une des craintes derrière l'hôpital libéré ou l'entreprise libérée, c'est la réduction des effectifs, c'est la réduction des fonctions support. Je lisais une étude de l'IREF Europe en avril 2020, donc en plein au cœur du sujet. Les hôpitaux français emploient presque 34% de personnes n'ayant aucune tâche médicale. Je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Sous-entendu, c'est beaucoup trop. Et ensuite, il y a évidemment un graphe qui nous explique que nos amis allemands sont à 25% et donc il faut qu'on fasse un petit effort. Donc, je ne sais pas si M. Bourret peut-être peut nous dire un mot sur ce qui s'est passé sur les effectifs avec un hôpital magnétique libéré. Est-ce que ça a divisé par deux les fonctions dites de support? Alors, effectivement, ça a diminué fortement les services de structure et l'administration, puisqu'on a tourné l'hôpital vers le soin. Et comme je disais tout à l'heure, notre dépense de notre pôle administratif, c'est 5% du budget global. Or, cet hôpital est excédentaire et cet hôpital embauche à peu près une centaine de personnes par an, 30% de médecins, 70% de soignants, on va dire. Et donc, on voit bien que quand on a un hôpital qui est tourné vers la qualité des soins, vers la responsabilisation, vers la confiance, vers l'autonomie, vers la délégation, vers la subsidiarité, ça permet effectivement d'avoir un entraînement, un dynamisme, une motivation qui est très très forte. Et en fait, si je vais un peu plus loin, en fait, ce que vous nous avez expliqué, c'est que vous avez laissé la marge de manœuvre au directeur de pôle, puisqu'on va y revenir, mais vous êtes très, très favorable à l'organisation en pôle, en business unit pôle. Et quand on laisse finalement la main aux opérationnels, ils ont tendance à recruter plutôt des opérationnels eux-mêmes, plutôt qu'à recruter des fonctions support. C'est ça que ça dit ? En fait, on a orienté l'hôpital vers une vraie culture projet et donc sur l'efficience. Je donne un exemple. Par exemple, on a voulu créer, et on a créé d'ailleurs, un service de chirurgie de la main. Au niveau du centre hospitalier de Valenciennes et sur le bassin du territoire de Valenciennes, on a de grosses entreprises, notamment automobiles, je ne les citerai pas, voilà, qui fait qu'il y a beaucoup d'accidents qui touchent les mains. On a validé avec effectivement la présidence de la CME, la direction générale, le fait qu'il fallait créer un service de chirurgie de la main. À partir de ce moment-là, on l'a inscrit dans le projet d'établissement, puis dans le contrat de pôle. Dans le contrat de pôle, oui. Et donc, sur la base de ce contrat de pôle, on a eu le chef de pôle qui s'est donc approprié un projet, qui est un projet de mise en place d'un service de la main. Et à partir de ce moment-là, il a composé une équipe projet autour de lui. Il a fait un business plan. Donc, on utilise aussi dans cet hôpital public des outils de l'entreprise privée. Voilà. Donc, on a quelques concepts qu'on a... Sans honte. Sans aucune honte. En fait, sans aucune honte, j'y reviendrai. J'y reviendrai. Et en donc, tout cas, pour l'instant. Sans aucune honte, non, absolument. Et donc, on lui a donné les moyens de pouvoir mettre en place ce service de chirurgie de la main. Et il a embauché des chirurgiens. Il a embauché des infirmières d'anesthésie, il a embauché des infirmières, il a fait ce qu'il fallait pour monter son service de chirurgie de la main. Et en moins de 3 mois, le service de chirurgie de la main était opérationnel et on avait des opérations qui se faisaient dans notre bloc opératoire. Ce qui est très rapide. Pour dire que ce modèle peut être intéressant, on a eu en 2019 le prix du MEDEF et de France Qualité sur la performance opérationnelle. On est le premier établissement public de santé à avoir ce prix-là. Et la même semaine, on avait le prix de l'Observatoire régional de la commande publique. Donc on voit bien qu'on peut mener de front une valeur qui est sur les valeurs de service public et en même temps utiliser des outils qui sont des outils d'entreprise, voire d'entreprise libérée. Et on voit bien que dans le sujet c'est comment redonner de l'autonomie, de la délégation et de la confiance. Et en fait, ça, c'est extrêmement important. Le principe même
de la mise en place d'un hôpital magnétique, il est basé sur la confiance. Et la confiance, elle est basée sur une autre chose, c'est l'évaluation. Il ne faut pas avoir peur. On a évoqué ça. Peut-être le docteur Graff peut-il nous dire ce qu'il pense des fonctions support et de leur poids, puisqu'elles sont à 25% d'après cette étude en Allemagne et à 34%, je vous le rappelle, en France. D'autres pays font encore un petit peu moins, j'allais dire mieux, mais justement j'évite, puisque le Danemark est à 21%, les pays nordiques étant toujours vus comme une sorte de modèle, peut-être Dr Graff. Je pense qu'il y a une différence entre le système de santé français et le système de santé outre-Rhin. Ce qui est important, c'est que nous avons ici, en temps de crise, l'administration ne va pas en mode descendant. Ici, nous sommes organisés en régions en Allemagne. Et ce sont les régions qui ont donc été autonomisées pour gérer la crise. Et ici, dans le milieu hospitalier, l'objectif est de passer la tempête, passer cette crise qui touche l'Europe. Et puis, on a, par exemple, en France, vous avez le nord de l'Italie, le Grand Est qui ont été particulièrement touchés. Et puis, quelques foyers plus petits de propagation de l'épidémie en Allemagne. Mais le fait que nous avons un système déconcentré, décentralisé en Allemagne, nous a aidé beaucoup à trouver les meilleures solutions locales pour le bénéfice de nos patients. Et ce qui est pour l'avenir, effectivement, il y a des normes, des certificats, et la question est de savoir comment est-ce que nous, en tant que patients, quelle va être la relation qu'on va entretenir avec les hôpitaux, les centres de soins, dans le cadre d'un système de soins revu, et quelles sont les meilleures solutions pour le patient. Et puis, nous voyons que notre population est en vieillissement. C'est un autre problème. Et par conséquent, nous attendons à un accroissement des pathologies liées au vieillissement dans les quelques années à venir. Et puis, imaginez, on a beaucoup plus... parce qu'on arrive à cette génération des baby-boomers, nés dans les années 50, 60, qui arrivent maintenant à l'âge de la retraite. Et il va y avoir beaucoup plus de patients pour lesquels on va devoir trouver des solutions de soins. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une charge de travail très importante qui attend le système de soins en Allemagne. Et il en va de même en France, je pense. La population est vieillissante. Et puis, il y a tous les problèmes, la problématique de remboursement des soins et des tâches très, très importantes qui nous attendent. Il va falloir retrousser nos manches et peut-être, effectivement, nous avons des systèmes différents. Cependant, je pense que les solutions sont régionales. Et plutôt que d'attendre une solution centralisée ou centralistique du gouvernement fédéral. Vous, en tant que responsable de cette unité de réanimation, est-ce que vous avez l'impression que vous passez une journée par semaine, 2 journées par semaine à remplir des tableaux? Alors, j'espère pour vous que ce n'est pas Excel, mais est-ce que vous avez l'impression de faire du reporting tout le temps? Je pense que c'est réaliste. On est de 20 à 25% de mon temps passé à cela. Effectivement, de mes tâches au quotidien. Et ces indicateurs, ils sont des indicateurs orientés, comme vous le disiez, sur la qualité des soins ou beaucoup sur les aspects financiers? Je les oppose un peu caricaturalement, mais pour bien comprendre. C'est exactement ce que je disais. On a alors tout le travail de normes, de certification, donc nous devons avoir un bon retour, qualité-prix entre guillemets. Exactement. Peut-être, Laurent Julien Flagel, un point sur, je crois que vous, contrairement à Rodolphe Bourret, vous êtes
très ancré, vous suivez le rapport Clarisse, vous êtes très, très ancré sur le service comme une unité d'appartenance, d'identité, et peut-être qu'il faut que vous nous en disiez un mot. Comment est-ce qu'on peut choisir cette échelle du service et la faire fonctionner? Alors effectivement, moi je trouve qu'il faut redonner la place, en tout cas aux chefs de service, aux cadres de santé. Ça a été cité tout à l'heure par les intervenants, justement parce que je pense qu'ils peuvent promouvoir en tout cas des projets. Et je trouve que les directions support, les différentes directions doivent se mettre en ordre de marche pour aider à l'émergence de ces projets, à l'accompagnement de ces projets. Bien entendu, au niveau de l'institution, on a évidemment une stratégie qu'on doit décliner et on va accompagner, d'où le rôle des chefs de pôle à ce moment-là, mais des chefs de service. Mais je pense qu'on a vraiment des belles idées au niveau du terrain, parce qu'ils sont au cœur de la prise en charge du patient. Je pense que voilà, un patient, quand il vient à l'hôpital, il vient pour voir un médecin parce qu'il vient chercher du soin et il vient chercher des paramédicaux qui ont une compétence. Et je trouve que c'est important à ce moment-là, en tout cas, de replacer et redonner en tout cas de la place au service. Là, je trouve que ça fait une transition avec notre avant-dernier thème. C'est le service, comment est-ce qu'il s'inscrit dans le GHT? C'est-à-dire le pôle, on voit bien, il peut être multi-établissement. Mais le service, est-ce qu'il est lui aussi multi-établissement? Est-ce qu'il peut avoir des ramifications? Ou est-ce que le service, il est à un étage donné, une aile donnée, dans un établissement donné? Alors effectivement, toute l'ambiguïté du service complètement fermé. Alors quand je parle du service, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus ouvert. Alors quand on va évidemment sur une approche au niveau des GHT, on est plutôt sur de la filière de soins qui s'est construite. Mais d'où l'importance, parlons pour le coup, des chefs de pôle. Enfin, on voit bien que pour la structuration et les décisions stratégiques, je pense que les chefs de pôle ont tout à fait leur place. C'est pas ce que je voulais dire dans mon propos. Mais effectivement, les filières de soins, les réseaux. Alors je pense que la connaissance des acteurs est très importante. Le GHT, c'est un outil. Il faut pouvoir s'en servir, il faut pouvoir l'utiliser, mais il faut l'animer. C'est-à-dire que s'il n'y a personne qui, à un moment donné, anime, coordonne, il ne vivra pas et il n'y aura pas d'intérêt d'avoir un GHT. Enfin, en tout cas sur la filière de soins, proprement dit. Et bien entendu, je voulais revenir aussi sur la connaissance des acteurs, la confiance. Je pense que la connaissance des métiers, le décloisonnement est important, que ça soit au niveau des services, que ça soit au niveau des GHT, et qu'effectivement, on peut voir que les GHT fonctionnent bien en filière de soins, quand les gens se connaissent, quand il y a une animation en filière, en réseau, et ça, je pense que c'est important, en tout cas pour le patient, sur la gradation des soins. Je crois que c'est aussi, et les compétences qu'on met au regard sur les compétences attendues, en tout cas pour la prise en charge des patients. Marie-Sophie de Saulles, je crois que vous avez un nouveau mot, un nouvel acronyme à proposer pour GHT. Donc, je vous laisse la maternité concernant ça. C'est gentil. Merci beaucoup. Non, simplement, moi je comprends très bien la logique des groupements hospitaliers et la nécessité des hôpitaux publics, j'allais dire, de s'organiser dans une logique de territoire. Sauf que ce sont des groupements hospitaliers publics. Et que, en l'occurrence, la logique de GHT ne permet pas de recouvrir une logique de filière de soins qui va intégrer l'ensemble des acteurs, alors des autres établissements de santé, privés, qui soient d'ailleurs lucratifs ou non lucratifs, et qui ne permet pas non plus en réalité d'intégrer les dynamiques médico-sociales, puisque l'interlocuteur en Allemagne le disait bien, on va avoir un sujet autour du vieillissement, avec de plus en plus de personnes qui ont des maladies chroniques, et là les articulations et les parcours à réaliser entre la ville, et quand je dis la ville, je pense autant aux professionnels libéraux que je pense aux acteurs du domicile qui sont réellement les vigies pour les personnes âgées, que le médico-social et que l'ensemble de cet écosystème. Et donc, je pense qu'à côté le GHT n'est pas l'alpha et l'oméga de la réponse territoriale, voilà ce que je peux dire, et qu'en réalité, c'est bien une dynamique de territoire de santé et de projet territorial de santé co-construit avec les acteurs et non pas toujours en dynamique descendante d'une agence qui nous dirait ce qu'il faut faire, mais plutôt d'acteurs qui, ensemble, construisent en fonction des besoins de santé d'une population la réponse et qui est en capacité d'apporter la réponse. Et alors, je pense que ce sujet est un sujet vraiment clé puisqu'il y a une espèce de génération spontanée ou d'auto-organisation, c'est le mot savant pour la génération spontanée des bonnes volontés. Le point, c'est
qu'est-ce que vous en pensez du fait qu'il y a plus de 500, plus de 800, comment dirais-je, établissements regroupés dans les 135 GHT? Est-ce que c'est trop? Est-ce que ça veut dire qu'en plus, il y a une hétérogénéité entre certains GHT qui sont finalement très importants, d'autres qui ont plus de mal à justement intégrer des véritables filières, parce qu'en fait, la plupart des filières, ils ne peuvent pas les adresser réellement, ils sont obligés de les transférer ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, pour être franche, ça m'est égal. Oui. Non mais honnêtement, honnêtement, ça m'est égal. C'est-à-dire que d'abord, je crois qu'il faut qu'on arrête avec ce mythe de l'égalité entre les territoires, d'égalité de traitement, puisque de fait, les besoins de santé d'une population ne sont pas les mêmes à Valenciennes, en Pays de la Loire et dans le sud de la France. Et donc, on a des acteurs qui sont également différents. Il y a des territoires où il y a une présence forte de tel ou tel acteur, et c'est en prenant en compte la réalité des besoins et la réalité des acteurs que l'on construit les réponses les plus adaptées. Et donc, cette volonté un peu permanente et systématique d'une organisation équivalente sur l'ensemble du territoire ne me semble pas un objectif en soi. Et donc, je préférerais que l'on donne aux territoires et aux acteurs du territoire des enjeux en termes d'indicateurs de qualité, d'indicateurs d'accompagnement des personnes, d'indicateurs autour du taux de diabète, du taux de, etc., enfin, notamment sur des enjeux de prévention. Oui, de prévention, exactement. Parce que nous avons de plus en plus de personnes vieillissantes et des personnes avec des maladies chroniques. Ça m'intéresserait, ces indicateurs-là qui engagent l'ensemble des acteurs, plutôt que de se poser des questions de structuration qui nous embolisent un temps absolument extraordinaire. Peut-être le Dr Graff, un point pour comprendre justement comment ça s'articule, c'est quoi la maille, il faut quel type de... Au sein des lenders, vous avez combien d'équivalents de coopération, de groupement? Alors, ils ne s'appellent pas GHT comme chez nous, mais combien? Est-ce qu'il faut que ce soit toute la région? Est-ce qu'il faut que ce soit la région sous-découpée? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors c'est intéressant parce que chaque lender trouve sa propre solution finalement. Et pour essayer de voir justement comment développer ces sortes de regroupements, par exemple dans le Länder de Schleswig-Holstein, on s'est organisé de manière plus centralisée, et en Bavière, pendant ce temps-là, il y a plus de contrôle au niveau du Länder. Et je dirais qu'on essaie d'adapter au maximum en fonction de la taille de la population. Si on a 1 ou 2 millions de personnes, et cette taille de population va donc driver les paramètres et les activités de plusieurs hôpitaux de proximité, hôpitaux centralisés, et vont ensuite permettre de faire passer, de traiter des patients venant des zones rurales, par exemple, vers des établissements hospitaliers centrales ou pas. Et donc, c'est avec nos partenaires, nous savons par exemple ici que nous sommes dans une zone rurale, nous connaissons très bien les acteurs, et que ce soit au niveau des départements et des CHU. Donc on se connaît personnellement les uns les autres. Et ça, cet aspect personnel, c'est absolument essentiel. Pour la confiance, oui. Et quand vous parlez des acteurs, est-ce que ce sont seulement des acteurs du soin, ou est-ce qu'il y a aussi les maisons de retraite, la médecine libérale, les paramédicaux, autrement dit les kinésithérapeutes, les sages-femmes, etc. Enfin, tout un écosystème. Tous ces acteurs sont dans le regroupement, absolument.
donc au niveau de... Alors on travaille avec les EHPAD, avec les pompiers, les paramédicaux. Eh bien, nous avons ce système qui vraiment rassemble tous ces acteurs, pompiers inclus. Et donc ici, c'est vraiment l'hôpital et la communauté qui travaillent de concert. Parce qu'en France, vous savez que c'est toujours compliqué parce qu'il faut demander, il faut que les gens soient volontaires et ce qui est compliqué, c'est d'imposer le volontariat. Donc, comment est-ce que ça s'est fait? Je crois qu'il y a un rôle très fort du système de remboursement et des assureurs dans les différents lenders. Peut-être juste un mot là-dessus avant qu'on passe à la suite. Je pense que ce sont des aspects très importants. Et au niveau des lenders, les acteurs qui interviennent au niveau du remboursement, est-ce que c'est drivé par le patient, par le remboursement, par un accord de proximité? La plupart du temps, effectivement, l'argent joue un rôle essentiel. On est dans un système économique représentant des milliards de dollars et tout le monde veut eh bien, prendre un petit peu de sa part. Et ici, ce qui drive ici les volontés, c'est l'argent. Et si, eh bien, justement, l'argent, eh bien, c'est un élément clé de la motivation de tous les acteurs. Et si tout le monde, eh bien, prend sa part et joue son rôle, tout le monde va coopérer. Merci. Alors peut-être un dernier mot de Marie-Thérèse Leccia sur, on passe au dernier thème qui est comment est-ce que toutes ces bonnes idées, on arrive à faire le passage à l'échelle, autrement dit, à ce que ça ne reste pas, qui est un mal français, des expérimentations, ce mot que je déteste parce que on expérimente et puis on ne généralise jamais. Alors, comment est-ce que vous voyez les choses? Comment est-ce qu'on peut généraliser? Comment est-ce qu'on peut partager les bonnes pratiques au sein d'un établissement, au sein d'un GHT, au sein d'une région et éventuellement encore plus largement, puisque là, on essaye de le faire avec le Dr Graff au niveau européen. Alors, la question est compliquée, hein, parce que... Il faut faire vite parce qu'il nous reste 3 minutes 30 et que j'aimerais avoir un mot de conclusion de chacun. Ouais, et moi, je pense que c'est vrai, c'est-à-dire qu'il faut absolument que chaque établissement, quand c'est à l'échelle d'un établissement ou chaque territoire, puisse avoir la main pour adapter les choses aux particularités de son territoire. Donc la notion d'environnement, que ce soit l'environnement au sens large, par exemple, nous, l'exemple pratique, on est au milieu de montagne, le contexte traumatologie influe fort, on est frontalier avec le Midi, l'Italie, etc. Le côté migration, on a parlé du vieillissement, mais aussi les mouvements migratoires, la précarité influe fort. Donc il faut vraiment qu'il y ait la main de façon à adapter à des vrais enjeux de santé publique et que cette construction, elle se fasse en lien avec ce côté territorial. Donc après, partager les expériences, que ce soit donc dans les enjeux justement de restructuration de la vie des établissements ou des particularités territoriales, je veux dire, ça peut se faire au travers de choses comme on le fait aujourd'hui. Hein. Je pense que le fait de se mettre autour de la table, ça c'est comme ce que l'on disait au niveau des territoires, si on ne s'identifie pas et si ça ne se fait pas par les relations humaines, les outils numériques. Je suis obligé de vous arrêter. Laurence Julien Flageol, vous, votre recommandation pour ce partage de bonnes pratiques en 30 secondes? Alors moi, je dirais avoir confiance aux acteurs, simplifier, capitaliser, en tout cas la période de la crise sanitaire. On a mis des choses en place extraordinaires. Il faut maintenant, comme vous dites, il ne faut pas qu'on reste sur l'expérimentation. Il faut que ça soit dans notre fonctionnement courant des établissements. Et il faut que ça soit accepté comme un fonctionnement qu'on a évoqué tout à l'heure de routine. De routine, tout à fait, un fonctionnement normal. J'ai envie de dire normal, voilà, pour décloisonner. Marie-Sophie de Saulles, à part le modèle... À part le modèle de la FEAP, qui est quand même le meilleur, vous aurez quand même retenu ce point-là de cette table ronde. Je pense qu'il faut, oui, à l'échange de pratiques, à la capitalisation des pratiques, et ça peut se faire au niveau régional, les fédérations, etc. Tout le monde peut effectivement y aller, mais pas forcément généralisation.
C'est-à-dire que capitalisation ne veut pas dire généralisation, parce qu'on peut avoir des modèles qui sont des modèles différents en fonction des besoins des territoires. Alors tout à fait, c'est une généralisation raisonnée avec une prescription qui dit sous quelles conditions il faut utiliser cette généralisation. Radolphe Bourret, qu'est-ce qu'on fait de la merveille de l'hôpital aimant qui aime tout le monde à Valenciennes et qu'on aime nous aussi? Merci. Moi, je crois qu'il faut raisonner global et agir localement. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Et donc, le modèle de Valenciennes, en fait, il s'inscrit dans une stratégie qui est une stratégie territoriale, qui est une stratégie régionale, qui est une stratégie nationale, mais il agit localement et il s'est emparé de tous les concepts qui existent déjà pour pouvoir justement aller vers cet hôpital magnétique. Et moi, je peux qu'encourager effectivement que cette expérience de Valenciennes se déploie, et notamment dans des centres hospitaliers universitaires qui sont effectivement nos fers de lance sur notre système de santé. Et il faut absolument pouvoir le déployer dans des établissements. Et le mot de la fin pour le docteur Graff, l'Europe, vous avez accueilli 6 patients Covid, je crois, dans votre hôpital et dans votre service. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ce sera le mot de la fin. Alors pour les 6 patients français que nous avons pris en charge, je voulais dire, alors en mot de conclusion, nous avons été honorés de les accueillir et de les ramener en France en bonne santé. Et on en a été enchantés. C'est un bon exemple de l'Europe. Et effectivement, nous avons pu aider la France et nous en avons été très heureux. Moi, ça m'a rempli de joie, hein, vraiment, tout à fait. Merci pour eux et merci pour votre participation. Il y a une pause de 15 minutes et le prochain débat donc, commence comme toujours à Cham à 12h pile et le thème c'est travailler ensemble. Je vous remercie.